Hello and good afternoon. Hello and good afternoon to our esteemed panelists and all participants. My name is Janet Longmore, and I am joining you today from Ottawa, Canada. As the founder and CEO at Digital Opportunity Trust and co-chair of the Business Leaders Caucus of the Global Partnership for Effective Development Cooperation, it is my pleasure to welcome you to this session. Today's session has two aims. First, we would like to introduce you to the Kampala Principles, a set of 5 principles that provide guidance on enhancing the effectiveness of development partnerships with the private sector at the country level. And secondly, through our discussions today, we would like to understand the perspectives of leaders and innovators in the Tunisian private sector. What drives you to engage in development cooperation partnerships, and what is needed from all stakeholders to improve the effectiveness of development cooperation? The last 2 very disruptive years have shown us that we need to both think and act differently, collaborate in radically different ways, and develop deep, trusting relationships if we are to rebuild a better world for all and attain the Sustainable Development Goals. Our session today is part of a series of consultations to encourage the uptake of the Kampala Principles. These consultations are being undertaken by the Business Call to Action with private sector partners and the UNDP country offices as part of a strategic alliance with the Global Partnership for Effective Development Cooperation and with the support of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. The outputs from today's and the coming sessions will result in a Kampala Principles guidance note and toolkit detailing the opportunities, the best practices, strategies, and examples for companies to implement the Kampala Principles in business practices in the context of development cooperation partnerships. So again, we thank you for your time and your participation today. To open our session, I would like to welcome Eugenia Song, who is the Deputy Resident Representative for UNDP Tunisia, who will provide us with some brief opening remarks. And then Uttar Bulhoef, the Deputy Director General of the Ministry of Economic Cooperation and Development in Germany, who will share with us a brief introduction of the Kampala Principles. We will then move into a very lively discussion with our distinguished panelists. For the second part of the session, we will hear from SAP, a company that is implementing the Kampala Principles in their business practices, and then open the floor to participants with us today to share and discuss your perspectives on the implementation of the Kampala Principles in your business practices. Without further ado, Eugenia, thank you for joining us today. Thank you very much. It's a great pleasure to be here, and we at UNDP welcome today's dialogue as an opportunity to discuss how we can come together on the basis of shared principles to identify new opportunities to partner, to promote investment for the private sector and support the development of inclusive businesses, and mobilize new sources of financing for the Sustainable Development Goals in Tunisia and in other developing countries. For us, the Kampala Principles and this action dialogue is a very welcome discussion, as we see the private sector and public-private partnerships as essential to solving the greatest challenges that Tunisia faces today, including inequality, lack of access to clean energy, essential services, including healthcare, and the need to ensure that waves of change, including digitalization, climate change, and many others, don't leave the most vulnerable populations behind. With challenges at this scale, it's very clear to us that working in isolation is not an option, and that governments and development partners cannot ignore the potential of the private sector to contribute to innovative development solutions.
In Tunisia, this global picture finds resonance, and this is why promoting the engagement of the private sector in the achievement of the Sustainable Development Goals in Tunisia has been a central focus of the UN and its partners in collaboration with all Tunisian stakeholders for the last few years. We are clearly in Tunisia in a very complex development financing environment, finding reflection in the increasing importance of seeking new, inclusive, and sustainable business models, financial models, and instruments. Considering these aspects, UNDP has launched activities and cooperation frameworks to engage the private sector in discussions around sustainable development in Tunisia. And while I will not go into the full range of our work, I wanted to share with you today, just as one example, the partnership that we have with the Business Call to Action as one of these cooperation frameworks that we believe embodies the work and the Kampala principles and is helping us to further the role of private sector in development here. Just to briefly note, I'm sure all of you are familiar with the Business Call to Action, but it came to life as a partnership between a number of governments, including the Netherlands, the UK, Sweden, Switzerland, and the UN and UNDP, with a mission to challenge companies to develop and scale inclusive business models that engage the world's poorest as employees, producers, suppliers, distributors, and consumers of goods and services. There are now well over 240 member companies, and as a focus country for the Business Call to Action, Tunisia and UNDP have worked on mapping inclusive businesses and identifying and strengthening relationships with appropriate local partners to strengthen the inclusive business ecosystem in Tunisia. We are also working to create a commonly accepted way to verify that investors and businesses take a holistic approach to managing the positive and negative impacts of business on the SDGs, such as by introducing impact measurement and management to local businesses in Tunisia to help them gain a better understanding of their impact and how to measure it via an SDG lens. We are also building on the ground understanding of the Tunisia inclusive business ecosystem and accompanying businesses to better understand their impact journeys and facilitate their replication and adaptation to help fill in development gaps via a government-led innovation program that has just been launched in Tunisia. By supporting the government and a curated inclusive innovation process, UNDP is hoping to bring a suite of technology-enabled essential service delivery models that are proven not just in terms of their business viability, but also their ability to serve the poor. Given our commitment in enabling and equipping the Tunisian private sector to help achieve Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, we are eager to engage in a country-level dialogue on the Kampala principles and to generate more insights on partnerships for development cooperation. While the private sector can bring both agility and delivery and new approaches to financing the SDGs, it takes all of us here today to create an enabling environment for business to contribute. Thank you very much. Thank you, Eugenia. And we certainly appreciate your remarks and are particularly interested in the innovative, inclusive business models and the new initiative launched by the government. We will now move to hear from Uttar Bulhoef, the Deputy Director General of the Ministry of Economic Cooperation and Development in Germany, who will outline for us the Kampala principles. Uttar. Thank you, Janet, and good afternoon to all. It's a pleasure to be with you, and thanks for having me. Yeah, I would be delighted to talk a little bit about the Kampala principles and starting off, with the history of it. Everything goes back, to 2016, when we got the new framework, Agenda 2030, and we really wanted to define the role of the private sector in development cooperation and SDG financing. And what we found by analyzing a huge number of programs in development, more than 900, that were some unclarities between the various stakeholders, being it private sector,
in particular government, local government, donors, civil society, and it very much, was on the matter of alignment. And there were several challenges that were laid out. So a small number of the projects really only had kind of results, frameworks, and were really transparent, as well as really not being too inclusive with all particular stakeholders. So that's when, we as the Global Partnership for Effective Development in Germany was very keen, as we have and promote a lot of private sector programs, in our programs with our partner countries. We started as part of the Global Partnership for Effective Development a lengthy consultation in terms of how should an effective partnership, among all stakeholders, and particularly the private sector, with the donor look-like on the ground, to make best use of all resources and to really help achieve the SDGs. And this informed discussions then led to the inauguration of the Kampala Principles in 2019 in Uganda. And on the next slide, you can see the principles as such. It's worthwhile mentioning that we came up with 5 principles that we seem to be the core. These principles are mutually reinforcing themselves, and they have 16 sub-principles. And if I may just go quickly through them, the first one was on country ownership. And it was very clear that to make development really successful and impactful, we need the inclusive country ownership on the ground. So we really need the coordination of the national government and the private sector on aligning the vision on where the private sector should foster development, and what the capacity should look like on the local ground. With the second principles, it was very much about everything what we do as partners needs to be target a certain impact, and we need to measure results. So that was very key. The third principle was on inclusive partnership, and that was very much that we wanted the partnership to be involving all stakeholders that are relevant, being it the government sector, the private sector, being it the civil society, the unions. So everybody should be on the table, and we really need this inclusive partnership. The fourth principle was on transparency and accountability. And it was really about, how do we measure and disseminate sustainable development results and scale them up for success. And I think the principle 5 is even all the more important during the last 2 years that Janet mentioned prominently. It's about leave no one behind. I think during the pandemic, we all really got aware that a lot of development successes actually, were nil, were not anymore there. And it was so important that also the private sector, focuses on leave no one behind, so that programs not only will be there, maybe in large cities, but really go to the rural areas so that everybody can profit from them, and that this is a contribution to make the Agenda 2030 work. So these are kind of, the 5 principles that we always thought were helpful, when discussing and trying to outline or even, check partnerships if they were successful. And I know that you will see, and listen to an example of SAP, in a very few minutes.
who can showcase, one of their very successful examples in Africa. So this is kind of the basis, and also helpful for your discussion to just kind of, check where you stand and what is in particular of interest for you. Next slide, please. So to just give you a little bit of the background, what's happening next, and what has been going on at least over the last 6 months. We collected quite a few case studies to illustrate the Kampala principles. The SAP is one among them, but also, across the globe. We are currently developing, also with the help of Business Call to Action, a toolkit. So in order to really operationalize the Kampala principles so that private sector companies and other stakeholders can really work with guidance on the ground to improve their partnerships. And we also help the new monitoring framework of the Global Partnership for Effective Development Cooperation improve, so that a dedicated part of the monitoring is also dedicated to how does the private sector is involved and engaged, and how, to what extent are the Kampala principles are fulfilled. Back to you, Janet. Thank you, Uttar. And exactly as you said, these principles have been endorsed by a multi-stakeholder community. And I think that is extremely important, in that we see in our behavior and action that these are principles for all, not just for the private sector, but for all in how we collaborate. So thank you very much for that overview. And now we are going to move into the action dialogue. And I would like to take this opportunity now to introduce our distinguished panelists. We have joining us today, Bilal Sanoun, the CEO of the Tunis Stock Exchange, Huda Gouzi, CEO and co-founder of Open Startup Tunisia, Tarek Sharif, the president of the Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, Connect, Wala Kazmi, CEO and founder of WeCodeland, Majdi Hassan, executive director of the Institut Arabe des Chefs d'Entreprise, and Marco Stella, the head of the Economic Development section of the European Union delegation in Tunisia. Welcome to all of you, and thank you for joining us today. Just to start, the overarching questions for this session, just to reinforce what we've heard with respect to the Kampala principles and effective development cooperation. So the overarching questions are about how is the diverse private sector in Tunisia currently involved in development cooperation and multi-stakeholder partnerships for the SDGs? And what are the lessons and the benefits from private sector engagement? And what are the most urgent challenges? The 5 Kampala principles provide guidance on effective ways to engage with the private sector in development cooperation. And we'd love to know where you see the priorities in your country, in your partnership context, and how could these principles be operationalized? And finally, which steps can each one of us take to enhance the effectiveness of private sector engagement in development cooperation? And I'd like to start with Bilal. Bilal, can you set the stage for this panel discussion? As we look to the economic and social development of Tunisia over the coming years, critical years, under your leadership, the Tunis Stock Exchange has spearheaded the adoption of corporate social responsibility practices across its members.
Can you talk to us about the benefits of private sector engagement in development and what are the most urgent challenges? In essence, what is driving the Tunisian private sector to engage in development? Bilal. Merci Jeannette, merci beaucoup. Si vous permettez, je vais partir un peu du principe que nous avons constaté que de plus en plus, et d'une année à une autre, les capitaux qui sont mis en jeu dans les investissements durables, verts, bleus, sociaux, etc., sont de plus en plus intéressants et que la Tunisie ne capte qu'une partie très, très faible de ces investissements. En parallèle, et depuis 2016, la bourse de Tunis s'est engagée dans l'initiative SSE, Sustainable Stock Exchange des Nations Unies, des bourses qui plaident et qui veulent devenir la locomotive du développement durable dans leur pays, et nous avons engagé un certain nombre d'actions. Tout ceci a été couronné en 2021 avec trois facteurs importants qui sont arrivés pour encourager le développement de l'investissement durable, à savoir la promulgation d'un texte réglementaire par le régulateur pour les émissions de green bonds. Deuxièmement, c'est une loi de finances 2022 qui, pour la première fois, elle a mis en place un cadre d'encouragement et d'incitation fiscale pour tout ce qui est développement durable, à savoir l'utilisation des panneaux solaires, les voitures hybrides ou électriques, et enfin la déductibilité fiscale des souscripteurs ou des investisseurs dans les investissements durables et dans les émissions d'emprunts obligataires durables. En fait, tout ceci nous amène à constater que au moins 4 sur les 5 principes de Kampala répondent un peu à nos attentes, à savoir l'engagement des parties prenantes, la mesurabilité ou la comparabilité des mesures qui sont prises, l'inclusivité parce qu'elles vont toucher un peu un ensemble d'acteurs très très large, les sociétés cotées, mais pas uniquement, il y a les investisseurs, il y a les PME également, et enfin la communication et la redevabilité de ces acteurs-là vis-à-vis d'un public d'investisseurs qui peut être intéressé par ce type d'action. Ce que nous cherchons à travers cette orientation, d'abord, c'est une contagion positive. Nous souhaiterions créer un portefeuille d'entreprises, surtout les plus importantes, les plus grandes, les entreprises cotées ou les entreprises étatiques, qui deviennent un peu la locomotive de toute la chaîne de valeur et faire un peu de la contagion positive dans toute la chaîne de valeur, à commencer par les fournisseurs et aller jusqu'aux clients. Ceci va créer un effet d'entraînement et ça va donner des exemples, de bons exemples à suivre, et pourquoi pas, on finira par créer un label tunisien, des indices de ESG qui peuvent être suivis par tous les acteurs du marché. Et enfin, nous allons permettre à travers un guide qui a été mis en place, un guide de reporting ESG qui a été mis en place fin d'année, de mettre en place une forme d'unification, de standardisation conforme aux normes internationales en la matière. Et on va avoir une même lecture de toutes les actions. On a beaucoup d'entreprises en Tunisie qui ont fait des actions, mais qui n'ont pas encore, chacun a pris un chemin à sa manière. On a des entreprises qui se sont engagées dans des activités environnementales, d'autres plus sociales, d'autres en termes de gouvernance. On a mis en place un cadre pour qu'ils parlent le même langage, pour unifier un peu les actions, pour les amener aussi à suivre l'ensemble des actions. Et j'espère que tous ces éléments-là vont plaider à ce qu'il y ait une adoption plus rapide, plus inclusive, plus généraliste de tous les acteurs.
Ce qui nous reste aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui et pourquoi on a mis un peu de retard à le faire, c'est l'absence d'un programme ou d'accompagnement de ces entreprises-là pour que tout ce qui se met en place doit se faire dans un cadre plus structuré et plus unifié, on va dire. Et c'est peut-être ce qui nous manque. Et c'est l'appel que je fais au PNUD, au groupe de la Banque mondiale, aux amis de la Tunisie, à nos amis allemands, pour qu'on arrive à monter des programmes destinés aux entreprises afin que ces 5 principes deviennent un peu la règle et que tout le monde contribue à la réussite de ces principes de Kampala. Voilà brièvement, on m'a dit 5 minutes, je pense avoir tenu le temps. Voilà. Thank you very much, Bilal. And I love the call to action at the end, which makes tremendous sense. The opportunity, as you articulated, to create coaches and mentors, because as you said, these are different times and we're looking for new ways to collaborate, and we can learn certainly from each other and best practices. Thank you for that, and that strong overview of some of the innovations and new trends that are happening in Tunisia. I'm going to move now to Huda. And Huda, you just do really exciting work because you're working with young social entrepreneurs. You're working with young people who are leveraging technology to address some of the really serious issues that the country is facing. And so sort of a two-pronged question, in your opinion, how are these young people viewing something like effective private sector development, like the Kampala principles? Would this resonate? Are they thinking about this as they're creating their enterprises? And then secondly, what's the real role for startups in development cooperation? Thank you. Over to Huda. Thank you for this great, exciting topic and for these two questions. So when it comes to youth, you'd be surprised to know that today, I mean, this generation is naturally born, I think, with a sense of purpose. So I don't think that in terms of awareness they're sensitive. It is the generation of the crisis. They hear about crisis starting the moment, they arrive on planet Earth. So I think that the good news is that we clearly see that anything related to social innovation, to technology for good, to purpose-led organizations, it's something that goes within in their blood, I would say it that way. So I think that would be a generation that's going to be much more purpose-oriented the moment they start off their businesses, even though their businesses are going to be really commercially driven. And when it comes to the role of startups, I think that startups use technology to solve challenges, and some of them are very oriented towards the SDGs, others not necessarily, or it would be an impact at least with the economic growth. But startups are driven usually in a way that, and particularly in Tunisia, I'd say, their life is a battle. It's a battle for so many regulations that they try to overpass or find ways to navigate around it. And here, clearly, when it comes to mobile payment, when it comes to currency, when it comes to absence of regulation that makes it difficult for them to operate, all of that and all of these difficulties usually create hustlers and people who will be, by definition, trying to find solutions to all of those challenges that are they're facing. So they're kind of programmed, formatted to be dealing with these issues. In Tunisia, clearly, I've been a professor in universities for more than 15 years, and I clearly have seen the shift of our youth from 2006 when I started to today, where we clearly do not need to do that much effort anymore to get them into this topic.
Okay, I so resonate with what you're saying, and it gives us this hope, of course, you know, for the energy and creativity that young people bring. You talked about, though, life is a battle and the challenges, and are you seeing opportunities for dialogue, for engagement, for influence, or what do young startups need so that the process is not a battle to get their businesses up and running and to find the investments they need? It is probably, honestly, I think that in Tunisia, there is a clear, I mean, there's been a momentum for seeing startups thrive. And then today, startups are trying to scale, and very frequently they start to be confronted to all the big difficulties. Some of them decide to go overseas the moment they grow. Others still decide to go for open innovation and to negotiate with the private sector. And we've seen a certain number of those startups that are able to start the conversation with organizations, whether they're from the private sector, but also with the government. And I think that when you look at the Startup Act, which is the concretization of this bottom-up dialogue, where startups ask the government saying, hey, this is what we need, just help us. And they were able to lobby. It took them, I think, 3 years or so to get the law to go to the parliament. It is not sufficient, of course. I mean, today we clearly need to go for another set of regulation. It takes time. And probably just getting back to how to engage with the public sector. I really think that the public sector today, and I'm saying this provocatively, is also a bit confronted to a big set of challenges and is so much into challenges that they might be more and more open for this exchange and for getting these agile, wonderful actors to try to fill in some gaps and to support. It's taking time. I mean, the marriage is not very easy because the actors are very different in their principles, the values, the perception of time, the processes. However, sometimes urgency and pressing needs would probably push this marriage to happen at one point of time. Very, very good points, very good comments. It is how we get a marriage coming together, you know, with the so many other pressing issues and urgencies that are around. And yet it is an urgent time. So thank you for, you know, your support of the young startups. You know, Bilal also talked about SMEs, right? And being the important components, and certainly for the Kampala principles, you know, we have found that many of the SMEs who have deep reaches into other parts of the country, you know, are embracing the principles. And I think having young leadership out there makes tremendous sense. And this is a nice segue to Tarek Sharif that I'm going to take, because Tarek, your work, I mean, you are engaged, you know, certainly in the role you play with Connect, you are engaged in regional activities, large-scale corporations. So you have, I would think, the pulse of so much that is going on the ground in Tunisia, in the private sector and beyond, and then also looking at it from a regional perspective. So I'm going to go back to that one key question. What drives the private sector in Tunisia to engage in effective development? Or is that drive there yet? And if it is, what is it? Or what more can be done? Merci d'abord pour l'invitation. Je suis très honoré de représenter la Connect à cette occasion. Permettez-moi juste de parler un peu de ce qu'a fait le syndicat patronal, puisque la Connect, c'est un syndicat patronal depuis 10 ans. Je crois qu'on a fait certaines opérations ou certaines œuvres qui sont parfaitement dans les principes Kampala sans peut-être le savoir ou sans le souligner. La Connect existe depuis 10 ans et nous avons fait
des opérations qui sont pour nous de très haute importance. Par exemple, le projet Makies, nous l'avons avec le PNUD et nous sommes très honorés parce que ça nous donne des indications sur les problématiques de l'entreprise en Tunisie et ça nous aide comme un aiguillon pour savoir un peu quelles sont les faiblesses au niveau de l'économie et pour essayer d'agir après toutes les revues que nous faisons annuellement à Tunis ou à l'intérieur du pays. Il y a 2 ans, on a fait les résultats, c'est un peu un sondage national, économique et social. On l'a fait au sud de Tunis. Cette année, on l'a fait à Tunis. Bon, dans quelques mois, on verra où on va le faire. Mais l'une des fiertés de la Connect, c'est peut-être le projet FNITI. FNITI, on a eu l'avantage d'avoir l'appui financier du fonds QFF. C'est un fonds économique de l'État du Qatar qui nous a permis d'opérer sur 17 gouvernorats. Gouvernorats, c'est un peu les chefs-lieux de la Tunisie, mais ce sont les régions les moins avancées, si vous voulez, en Tunisie. Et là, on a fait en sorte pour sélectionner les meilleurs projets dans les régions et bien sûr les projets qui portent essentiellement sur les chaînes de valeur pour essayer de contribuer à créer de la valeur, créer de l'emploi dans les régions. Et je peux vous dire qu'on a créé un peu plus, je crois 402 ou 410 entreprises dans les régions et c'est pour nous une grande fierté parce que c'est généralement des jeunes qu'on a réussi à sélectionner parmi les projets dans les régions pour rester dans la région et pour essayer de faire en sorte de créer de la valeur, de créer une dynamique. Et ce sont des projets de différentes natures. Ça peut être un coiffeur, ça peut être une petite unité laitière, enfin bon, différentes sortes. Mais ça, vous pouvez le voir même dans le site de la Connect. Et c'est un sujet de fierté parce que véritablement, ça nous a permis de connaître davantage les problématiques et surtout avoir la possibilité d'aider les gens à créer leurs propres projets dans les régions. C'est l'ADN de la Connect. L'ADN de la Connect, dès le départ, nous avons annuellement un rendez-vous sur la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, que nous préparons avec un certain nombre d'institutions privées et publiques. Et depuis l'année dernière, nous sommes avec ces institutions en situation de labelliser les entreprises. Donc, l'année dernière, il y a eu une première série. Cette année, il y aura une deuxième série. Ce sera au mois d'octobre. Mais tout un travail qui se fait en amont pour pouvoir sélectionner les entreprises qui ont fait un travail au niveau de la RSE. Et c'est pour nous très important parce que ce sont des valeurs que nous portons et que nous voulons partager le plus possible au niveau du monde économique et au niveau du monde des entreprises. Nous faisons également en sorte d'encourager tout ce qui peut, dans les régions, aider à sortir des sentiers battus et à valoriser les jeunes et les secteurs, et notamment là aussi, je parle des chaînes de valeur. On est connu pour chaque 2 années, on fait un événement au sud tunisien sur le palmier avec un salon du palmier et dérivés. Le dernier qui a eu lieu il y a 1 an et quelques, à 12 heures, il y avait des délégations étrangères, dont une égyptienne qui comptait plus de 20 personnes, mais algériennes, marocaines, turques et tout. Et qu'est-ce qu'on cherchait? Bien sûr, on cherchait d'abord à amener du monde pour voir ce qui se fait au niveau de ce secteur, mais surtout voir quelles sont les possibilités de créer des sous-produits au niveau des dates. Il n'y a pas que les dates. Le problème de la Tunisie, d'une manière régulière, c'est que nous exportons nos matières premières généralement à l'état brut et la valeur ajoutée ne se fait pas en Tunisie. C'est valable pour l'huile d'olive, c'est valable pour le vin où le packaging se fait en grande partie en Europe, l'huile également, les dates également, enfin bon, un certain nombre de produits et je pense qu'il y a quelque chose que nous devons faire, que nous pouvons faire
mais avec des partenaires. C'est ce qu'on s'attelle à faire d'une manière régulière en essayant de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour essayer de rectifier le tir et d'avancer sur ces sujets. Nous avons également travaillé sur l'artisanat dans un certain nombre de régions, également sur les énergies renouvelables. Je peux dire que nous sommes peut-être ceux qui ont fait le plus. En tout cas, on n'a pas reculé parce qu'il y a des blocages au niveau énergie renouvelable, alors que c'est un secteur d'avenir et c'est un secteur qui peut soulager également les finances publiques qui sont généralement mises à mal, notamment par le secteur de l'énergie où la Tunisie doit importer ce qu'il faut au niveau énergie. Ça coûte beaucoup d'argent, alors qu'on est capable de substituer cette énergie que nous importons par l'énergie renouvelable, soit solaire, soit au niveau de enfin, essentiellement solaire, pour dire la vérité, au niveau de la Tunisie, mais je crois qu'il y a des dysfonctionnements sur lesquels il faut qu'on travaille pour que les investisseurs locaux et internationaux peuvent travailler sans beaucoup de difficultés. Deux autres sujets au niveau de la Tunisie qui sont un peu une fierté pour nous. Nous avons la Connect EE, qui est l'entreprise d'entraînement, où nous prenons des jeunes diplômés et qui ont des difficultés pour entrer dans le monde de l'entreprise. Et nous le faisons avec le gouvernement suisse. Et ça nous permet, pendant 2 mois et demi, 3 mois, virtuellement, de former ces jeunes pour les rendre employables. Et je peux vous dire que nous avons des résultats qui sont absolument merveilleux, et ça, c'est le gouvernement suisse ou Suisse Contact qui peuvent vous le confirmer. Nous dépassons 80% d'employabilité. Des jeunes qui n'avaient pas d'emploi, au bout de 3 mois, sont généralement très prisés par les entreprises. Si on le fait et ça nous coûte de l'argent, parce que ça nous coûte beaucoup d'argent. Au début, le gouvernement suisse nous faisait tout le support financier. Maintenant, c'est nous qui payons, mais on maintient ce programme parce que ça nous permet de montrer à l'État que quand on a une bonne formation, on est capable de sauver des gens et on est capable de leur donner de l'espoir et des opportunités pour travailler. Donc, et on ne veut pas parler pour parler, on veut montrer ce que nous sommes en train de faire avec des exemples de réussite. Et finalement, je pense également que nous sommes une des institutions qui répète et qui tient bon et qui essaie de faire en sorte que le PPP soit pas un sujet théorique, mais un sujet pratique, parce que malheureusement, notre pays manque beaucoup d'opérations PPP, alors que nous avons adopté, enfin, bon, le gouvernement a fait adopter il y a quelques années par l'Assemblée nationale une nouvelle loi qui, malheureusement, ne donne pas de réponse et c'est quand même dommage. 2 mots au niveau international, puisque nous avons une activité également internationale qui est intéressante. Quand on part, nous essayons de faire en sorte, en allant dans un pays, d'échanger, de matcher les expériences dans les différents modèles et de gagner en connaissance. Nous ne partons pas dans les pays pour uniquement vendre ou acheter, mais nous essayons de partager ces valeurs. Et depuis 2 ou 3 ans, en partant dans un pays, on amène également 1 ou 2 de nos partenaires. Donc, ça nous arrive souvent d'avoir la CPME avec nous. Ils sont partis, le patronat des petites et moyennes entreprises en France, qui nous a accompagnés dans un certain nombre de pays. Les Congolais étaient avec nous il y a 1 mois au Sénégal. Ils vont partir avec nous en Mauritanie. Donc, nous essayons de faire en sorte pour partager les bonnes expériences, mais également s'il y a des choses qui ont foiré, pour les éviter. Et je pense que c'est utile d'avoir cette fiabilité, cette crédibilité, cette convivialité entre les différents syndicats patronaux, en s'échangeant les idées, en s'échangeant les aspects positifs et en essayant de les partager. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et j'espère que j'ai répondu
un certain nombre de questions qui peuvent être posées, bien sûr. Et j'espère que je n'ai pas dépassé les 5 minutes. Thank you so much, Sarak. You did, in many ways, answered the questions, and I think you also provided us with some very in-depth examples of what is driving the private sector to engage. It makes practical sense. There's a market reason for engaging, and there are truly opportunities with young people and reaching deep into communities, to engage. And what I really liked about the way in which you talked is and what we're seeing over and over is that bridging of language. It's not how the private sector might talk or how the development community might speak or how a government might speak. We're building a common language. And this is really important, certainly in the overarching Kampala principles, but how we collaborate together. So thank you for those very strong examples. And your work with the Swiss, I know that we are joined by Mr. Graf, the head of cooperation for the Swiss here with us today. So that as well, a very good, strong example to bring forward. Thank you. I am going to move on now to Wala Kamzi, who, as I mentioned earlier, is the CEO and founder of We Code Land. And we have a theme of young people coming up again here. And Wala, I know you work extensively with young people in Tunisia and beyond. You are passionate about helping to address the issues of youth unemployment. And my question for you, and when we look at the Kampala principles, and we talk about country context, we talk about inclusive partnerships. And what are you seeing in your work? How are you engaging with other stakeholders, whether it's the public sector or the private sector in your work? Part one of the question. And then the second, from an inclusivity, how are young people themselves, the young people you work with, where are their voices in designing these solutions? And how are they being included in the efforts to address the youth unemployment matters? Voila. I believe Wala, you need to unmute, please. Yes, there we go. So, so I would like to raise a point about, I think Huda raised this somehow, about inclusive business, private-public partnerships. What about mission-driven enterprises, purpose-driven enterprises? What kind of generation are we facing now? And I think that if we think about our history as human beings and how did we deal with the private sector, how did we create this, how did we create the public sector, how did we create civil society, and all of this parts and sectors of our lives, I think that with digital native generation, now that we understood that we are living in the same planet and there is no planet B, and I think each social movement and social and economic movement, or each environmental action that is taken in the north of the globe affects the south of the globe. And now I think that we understood that if we have a pandemic, it's a global matter. So no matter how much you have in your bank account, no matter what kind of business you are creating, or no matter how rich you are, if there is a global pandemic, it's for everybody. So I think that there is this sense of living together, and we are trying to look at the matter in a different way. Now that, let's say we learned the hard way, but I think we are more aware that any action taken in a developed country will come back anyway. Because when we talk about climate change and industries, and the north part of the globe, it affects immigration in the south. So
somehow we need to design inclusive businesses. We need to think about all of this sustainable goal developments and take them in consideration, not because it's fancy or because we want to just to put this in our report, but because we have to. And if we don't, if there is no social justice, people won't work. If there is no equal opportunities for human beings or for people, no one can, like any business, cannot even afford to have employees for his business. And unfortunately, we've been living this for 11 years in Tunisia. And as you mentioned youth and their voices. And what we've been trying to do through our group since 8 years now and a half, we've been trying to build alternatives. So alternatives on how to create a new kind of entrepreneurs. I would love to call it PPP entrepreneurs. I would love to call it system entrepreneurs or public entrepreneurs. But how can we invest in our youth so they can create solutions for development? How can we invest in them so they can help us fix the governance, fix unemployment, fix many things? And through our experience, we built a social incubator called the Youth Decides Incubator, where youth can rethink their territories. They can rethink or reinvent the way they want to live on a daily basis. They can rethink education, rethink health, rethink any of these matters. And after this, we built a startup venture called Tizopia. And the role of this startup venture is to find these public innovators and to take them to the next level. Anyone with proof of concept or with a minimum valuable product solving a problem, a public problem, with the intention or to make it a global solution or to make it a national solution, and to take it to the next level on the business side. On the other side, and I think this is something that we are really currently living in Tunisia because it's also political. These young people can bring new laws, can bring new, they can design new public policies, whether it could be feasible, realistic or not, but we can use the entrepreneurial tools to test them, to figure out if it worked in a small city, how can we scale it? How can we scale it and make it bigger? And WeCode is the first startup in the ecosystem. WeCode, we wanted to address the problem of youth unemployment. So we said in 2014, what's the biggest problem? How can we inject money in the pocket of these young people who are unemployed and who has degrees? They have degrees, but they are still unemployed. So we've been thinking about starting WeCode as a digital economy solution to help young people get the skills and have access to a global market using technology. Because now we are talking about new ways of work, new management, becoming digital nomads, becoming freelancers, working from anywhere in the world. And these young people are, they approach the work space differently. So we built WeCode in 2014. We started our proof of concept in 2015. Now we reached more than 13,000 students who are already involved, who took at least one training with WeCode. And the thing is that when we started designing WeCode, the goal was not only to design another alternative for youth unemployment using technology, but it was to create the path for anyone who can and will create a solution for any problem, hopefully systemic problem, and take it from the 0 to 1 to n. Means take it from the testing phase till n phase, means scale it internationally. And we believe even for WeCode,
Because if you go to the website, we call the Trend, it's a platform. And since the day we found that our curriculums helped youth get out of unemployment, we helped them become freelancers. Some of them became teachers. Some of them got jobs because of the skills. Some others created their own projects. And the day we got the proof of concept, we started asking ourselves, how can we scale? How can we deliver this same learning experience, which is a market-oriented, in-person learning experience to a big number? This is what we call moonshot ideas, and this is why I have the globe behind me as a background. So the day we found out that our courses can take an employed youth and put her or him in the market, whether it's local or global, we started talking about how can we scale. And the reflection that we had, to replace a public policy, what do we need? Yes, we had this ambition. We need infrastructure and we need a teacher. We need teachers, like we need a network of teachers, and we need infrastructure to scale this courses and to deliver them to thousands of people. So we said, let's create a platform, a sort of mix of Uber and Airbnb, and let's recruit the spaces from all over the world, and let's recruit teachers from all over the world, certify them, and let's scale it. So now we have the tool to deliver the same learning experience to thousands of youth per year. And one of the frustration we had when we were trying to think about and to understand the unemployment issue is that there is not a match between the market needs and the public policy for education. And we said, when does it start? And it starts once we have the high school degree, and we have a booklet. It's called the orientation booklet. And in the orientation booklet, you still can have thousands of, not thousands, like tens of fields that you can choose, while thousands are already unemployed. They took this path and they were unemployed. So for us, it was about creating an alternative to design a new path, market-oriented. Like if you take this path, you will be employed, you will get money, you will be economically included at the end. And this is how we created our platform, and we ourselves as system entrepreneurs, we are working on exponentially scaling this into the region. And I joined my colleague or my friend Hudair when she spoke about scaling when it comes to startups. We contributed creating the ecosystem about startups, about social entrepreneurship, created building startup support organizations. But now as entrepreneurs, when we want to scale, the biggest problem or the biggest thing that we have in front of us is the financial system, the banking transactions, all of it. And there is no way we can scale our business from Tunisia. So thank you. Thank you. Thank you very much. Interestingly, a good closure on that in terms of the finances and what's blocking so many young enterprises from being able to get the investment needed. There's been a bit of a common theme on attracting investment into the country, but you were very passionate about the role of young people in building the future of Tunisia and expanding as systems entrepreneurs and changing systems, which is in the world of development speak and development cooperation, systems change is getting in there, and the systems, as you would know, change through the ownership of the people who are affected by the failure of that system. So back to how you're engaging young people, the Kampala principle about leaving no one behind. Unless we do that, we engage everyone and their voices are actually at the table and decisions are being made together. This is how we move to systems change. Thank you. We could talk much more, but I'm going to move to Majdi. And just, Majdi, just trying to put another angle because of the work that you do
And one of the Kampala principles, back to fostering inclusive partnerships, but it really talks about trust and building trust through inclusive dialogue. And I'm curious if you could speak about the role development partners and the Tunisian government, as well as other stakeholders, could play in promoting sustainable development in Tunisia by contributing perhaps to economic policy reform. Do you see opportunities for dialogue and building trust in order to implement the reforms? We've heard about barriers already, but in order to implement the reforms that are so needed. So over to you, Majdi. Thank you. Thank you, Janet, and thank you, everybody. I like to start by one point. It's trust, as you mentioned, and now we need to build trust in Tunisia, because even in terms of reforms, and now all the discussion in the countries is about how we can implement reform, the negotiations with IMF, and how we can resolve this problem of economic crisis in Tunisia. And now we have some financial stress in our public finance and in the budget, and all the focus is in that, and is in the consequence of the reforms. And everybody thinks that when you make reforms, that will be someone who is winner and they are and losers. And but we have to think for the common interest of the countries, and even we have to think about sustainable development and the interest of the future generations. And we have to build this trust, because we have to make some sacrifice during a period. We have to also have some inclusions, because there are some part of the populations who will be they will lose more, or they will be more effective by the reforms. But we have to go together, collaborate to build a trust in that, and also and collaborations. This is the first point. Also, sustainable development, and now all the discussions now is how we can have growth, just because we have high inflations, and we have to recover our economic situations and have sustainable external debts. And for that, we need just to have growth. But not only our problem is to having growth, but we don't have to forget or sacrifice anything about economic development, or even about sustainable development in Tunisia, and things about environment, things about energy, things about education, human capitals, and all of that. We don't have just to think by these short terms. And this is our challenge now. And in ICE as a think tanks, we think that we have to go through. We can recover our situations, to having trust, not just to overcome this period, and it's very critical, but also we have to build the trust and things about sustainable development. We don't have to sacrifice sustainable development, because we have urgent economic matters. Even then, we have IMF negotiations, and we have financials constraints. This is the point that I like to highlight. But my second just point that remarks, and I like to highlight, is the importance of digital transformations in Tunisia during this period. And during the COVID crisis, and we have, for example, as think tanks, collaborate with the government, with the Minister of Finance, the project funded by Cyprus, to help and to collect information about companies who they have a problem and they are affected by COVID crisis. And we think this
not only public-private collaborations, but the public-private and civil society collaborations is very important to implement in the country, not only to think about some strategic and long-term things like sustainable developments or environments, but even in many other things, like, for example, the financial law each year. That will be it's a new approach to have it, and not only when we have just to discuss about some global things. We use this approach, or we are in the crisis with this approach, and after we forget it. And we have also to think about digital, because with now the revolution and the digitals, we'll have a lot of Tunisians and special youth. Some of them they have the talent. They are so good, and they can for example work in they can have good jobs or create their startups. But we have to think about others, and for this we have to think about inclusive, not only just inclusive economic approach, and things how we can find the jobs also for the populations who they are less employable and they have less talent and skills. And this is also very important. I just like to mention another my last point, that we need to have more dynamics and give to the private sectors more flexibilities and capacity to have more value added, because we cannot ask them to be more to contribute more in terms of CSR or in terms of inclusions if they don't have enough of value added created. They can be done by some companies. They have very good profits and they can do it, but we need to helping them to be more to win more profit, but also in the same times they have this social engagement to be more inclusive. And thank you. Oh, thank you very much, Majdi. You really brought some strong points out, and I like what you said about we do not need to sacrifice sustainable development as we're moving down a path of innovation and looking at things differently. At the same time, we have to make compromises to build trust and so much more that you said. The digital transformation piece is, we've talked about it, we've touched on it already, but engaging civil society and the realities that so many, both young people and all people in Tunisia and many other countries are still facing about being in the digital divide, particularly women, and not able to purchase things online, educate online, all of these things. So that's a critical piece. You're absolutely right of development and needs attention. Thank you so much. I think there's so much more we can say. I know our time, we've had the tip to go over a little bit, but I do want to spend, give lots of time for our next session. So Marco, we'll turn to you and to close this session with a final question. And it's really, what role do the private sector actors in Tunisia have in the context of the EU's development cooperation in Tunisia? And, you know, so how do you decide which private sector actors you partner with and under what conditions? So Marco, over to you, please. Thanks, Janet, and thanks UNDP colleagues for the invitation. It's a pleasure to be here with you. I will try to be brief, also to give time for the discussion next session. What I just would like to say is that it's clear that for the European Union and the European Union delegation in Tunisia, the private sector is a key development partner. And that's particularly true if I'm an economist. I like to provide numbers also to give a clear understanding of the work that we do. But
This is particularly true in Tunisia, where we have an unemployment rate around 17 to 18%, which includes 40% unemployment rate if we look only at the age 16, 24 years old. And here we're talking about one of the countries with the also highest number of young people and with an extremely high potential in terms of geolocation, a bridge between Europe and Africa. In terms of cultural ties with Europe, language, history, culture in the more general sense. And there are therefore all the conditions for Tunisia to, let's say, prosper and develop, which is the most important element of the engagement of the European Union delegation in the country. Now, what are, according to us and according to the discussion that we had with a number of private sector organizations and trade unions, including colleagues from the Connect. It's a pleasure to see Tarak Sharif also in the panel. The issue is, of course, is multiple. There are elements linked to access to credit, elements linked to a non, let's say, business-friendly environment. So look at the lack of reforms. Somebody was talking about the IMF agreement, which is supposed to be ongoing. There's a huge bureaucracy in the country which doesn't help young people to set up a business. There are hidden costs in doing it. There's a lack of vision. We're talking about appropriation and ownership as one of the Kampala principles. There is no development plan in Tunisia. And this is also a challenge for private sector to frame their own intervention with this, the priority of the government. So the European Union works on three areas: on the politics area, technical area, and financial, of course, area. On the political part, which we call about policy dialogue, there are a number of levels in which we talk with the government, with private sectors, with UN agencies, World Bank, and other related institutions, in order to, let's say, discuss and strengthen understanding about key reforms, user and business-friendly reform that should be put in place. They are well known, but all policymakers and private sector colleagues, which are also part of this panel. There is also our technical role that we have in terms of the technical assistance that we can provide, and we do provide to a number of enterprise based on certain criteria, including their, let's say, development-oriented goals, the fact that are located maybe in some particularly remote or difficult areas for access to market, the fact that they are female-headed, rather than have a clear renewable energy goal or objective. We also work on the financial side in terms of direct financial assistance that we provide. Also through our international financial institutions, we provide guarantees that then are scaled down to banks, to local banks, that therefore have incentives, let's say, to run some of the financial risks that otherwise they would not run in order to finance certain types of enterprise. We know that, for instance, we have a credit line linked to young people or to female-headed enterprises, so on and so forth. And this is something we are scaling up drastically within the 2021-27 multi-annual indicative program that we have in the country. Finally, we, let's say, we frame all of these around the periodical meetings that we had with private sector, so a number of areas. The last one that we had was, in fact, on what type of new financial instrument could be supported by the European Union in order to help small, medium enterprise, especially in areas where there is a lack of access to credit, in order to further develop. And based on this, we continue basically our design of new programs within the new framework 2021-2027. That's all from my side. Thanks. Thank you. Thank you so much, Marco. That was very articulate and certainly an understanding of the needs
of the country of Tunisia in the development context. We heard over and over again about the requirement, the bureaucracies, the challenges, the requirement for financial investments. So tremendous to see the Swiss opening up credit lines to young people and women-led enterprises. Local country ownership, though, you talked about that. That is a key Kampala principle. And you know, hopefully something coming out of this dialogue and the engagement of the people we've had on our panel and all of you who are participating today, there could be some movement towards a development strategy for the country as a whole. Because that's one of the, just to conclude, and very short concluding marks, I was struck by this expression we use in Canada and elsewhere, the connecting the dots. So I was struck of the need to do that. All of the panelists brought forth just tremendous both initiatives, deep examples and experience. And they were overlapping. And how do we connect the dots? How do we carry on the dialogue? You know, with certainly the Kampala principles as guidelines, but I would just encourage those who joined us today, and I know that Business Call to Action will play a role in UNDP as well, but to carry on so that we can connect the dots and collaborate more together. I think the issue of trust came up over and over, and certainly the need to engage young people in effective development. They are the present and the future of the country. So that was another key theme that certainly came up from a number of the panelists. So I would love to dialogue more, but we do have a very interesting and exciting next session to move into. We have the opportunity to hear from SAP and their case study about the Kampala principles in action. And so I will close this part of the action dialogue, and I hand over the session moderation now to Louisa Bernal, who is a policy specialist at UNDP. Louisa, over to you. Merci beaucoup, Jeannette. Bonjour à tous nos panélistes et participants. C'est un grand plaisir pour moi de vous joindre dans cette session aujourd'hui en tant que modératrice de la deuxième partie de ce dialogue d'action sur l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement. La façon que nous allons organiser cette session, c'est bien sûr qui nous permettra de développer les différents points qui ont été soulevés dans la session précédente, mais on voudrait vraiment approfondir sur la perspective du secteur privé et en particulier de la perspective des entreprises tunisiennes sur la façon qu'ils puissent mettre en œuvre les principes de Kampala dans leurs pratiques commerciales et dans le contexte des cadres de coopération dont ils font partie au niveau national, avec différents partenaires, que ce soit de la coopération internationale, avec le gouvernement, les syndicats, etc. Donc, au début de 2021, le Partenariat mondial pour une coopération efficace au développement a publié une série d'études de cas, donc le cas de SAP. Donc, il s'illustre la mise en œuvre pratique des principes de Kampala, et on a la grande chance d'avoir parmi nous aujourd'hui à Emmanuel Lambert, qui est le vice-président des affaires gouvernementales pour la France, la région MENA et l'Afrique francophone chez SAP. Et lui, il va nous présenter l'expérience de ACP, cette entreprise, dans vraiment la mise en œuvre pratique de ce principe de Kampala. Donc, on va donner la parole à Emmanuel. C'est à toi. Et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci Louisa, merci à toutes et à tous. Je commence vraiment par me réjouir de cette opportunité. Je suis à titre personnel et au nom de SAP extrêmement reconnaissant de pouvoir témoigner et vous rapporter notre expérience pratique de la mise en œuvre des principes de Kampala. Très rapidement quand même, et ce n'est pas qu'une politesse, c'est je pense quelque chose qui mérite d'être souligné. La qualité et le soin apportés par les organisateurs à la préparation de ces échanges a été vraiment remarquable.
J'y ajoute la qualité de l'animation. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais aussi souligner l'intérêt de la diversité des panels. Et le mot diversité s'entend dans ma bouche ici dans ses multiples sens. Enfin, merci beaucoup à Frau Bulhoef pour ces mots extrêmement gentils. La vérité, vous le verrez dans ma présentation, c'est que tout ce que je vais vous raconter se fonde sur une coopération étroite entre SAP et un certain nombre des services publics allemands, et en particulier des services dont Frau Bulhoef a la charge, ainsi que ceux qui sont liés à l'agence GIZ en Allemagne, l'agence de coopération. Donc merci beaucoup. Peut-être très rapidement une présentation succincte de SAP à toutes fins utiles. Donc SAP est le leader européen de la technologie. C'est donc une multinationale, ce qu'on appelle une big tech, mais qui peut-être, à la différence de certaines autres, est fondée dès l'origine, puisque SAP est née en Allemagne. C'est aujourd'hui une société de droit européen, mais elle est née en Allemagne, fondée sur des valeurs européennes, ce qui la distingue d'un certain nombre de ses pairs au sein de la communauté des big tech à l'échelle mondiale. Et nous soutenons depuis des années d'importants projets de transformation en Afrique. Et naturellement, nous sommes au courant des enjeux, des difficultés qui peuvent travailler la société tunisienne de l'intérieur. Cela étant dit, la Tunisie reste pour nous et est toujours pour nous un pays d'une extrême grande importance. Alors, je rentre dans le sujet sans perdre davantage de temps. Pourquoi est-ce que SAP a conçu, développé et mis en œuvre une technologie mobile à des fins de développement durable et en particulier à destination des agriculteurs, notamment en Ouganda, mais pas exclusivement en Ouganda, et quel type de résultats est-ce que nous recherchons? D'abord, il faut savoir que SAP a mis en œuvre une stratégie distincte à caractère holistique de durabilité et d'inclusion qui couvre l'ensemble de ces domaines d'activité. Et ce projet, qu'on appelle Rural Sourcing Management, n'est pas un projet qui est né directement de cette stratégie, qui est vraiment dans l'ADN de SAP, mais à l'origine, il est né d'une analyse de rentabilité. Et à mon avis, c'est important de le noter. En effet, SAP possède un vaste portefeuille de produits agricoles, de produits à destination du secteur agricole, de produits à destination de la supply chain, des chaînes d'approvisionnement, en gros, de la ferme à la fourchette. Et il y a une dizaine d'années, nous avons identifié des lacunes fonctionnelles dans nos solutions en ce qui concernait, disons, le dernier kilomètre, le dernier mile dans les chaînes d'approvisionnement. Quel était le contexte? Quels étaient à l'origine les besoins? Nous avions besoin d'assurer une meilleure traçabilité des produits. Nous avions besoin de pouvoir gérer la volatilité des prix, puisque ce sont des solutions qui adressent les petits agriculteurs, les petits exploitants agricoles. Et on parle d'une population qui n'a pas forcément accès à une information très précise sur des prix qui, par ailleurs, sont volatiles, n'ont pas accès, comme on dit, aux places de marché. Nous avions aussi besoin de rendre les chaînes d'approvisionnement meilleures et plus durables. Vous n'êtes pas sans savoir que quand il s'agit de l'Afrique, en réalité, on parle d'un continent qui produit davantage, bien davantage, 150% de production de ses besoins alimentaires. Donc la production agricole africaine dépasse très largement les besoins alimentaires en Afrique. Et la difficulté, le paradoxe, le non-sens, c'est que l'Afrique, pour plein de raisons, importe des produits agricoles pour satisfaire ses besoins alimentaires. On avait donc besoin de travailler à des solutions nouvelles d'approvisionnement plus durable. On avait besoin d'accroître l'excellence opérationnelle
Et tout ceci constituait un grand défi, puisqu'on parle d'un secteur, le secteur agricole en Afrique, qui est un secteur en même temps extrêmement important, qu'il s'agisse de ce secteur en Afrique subsaharienne ou en Afrique plus au nord, extrêmement important, mais assez souvent presque entièrement informel. On avait besoin donc de transformer de l'économie grise en économie formelle. Et puis, ce faisant, jusqu'à présent, nous nous étions finalement pas souciés à l'origine de l'intérêt potentiel pour les petits exploitants agricoles, mais ce faisant, il se trouve qu'on a identifié des avantages extrêmement importants pour ces agriculteurs. Et donc, la première étape, ça a été un projet de recherche dans le cadre de l'initiative africaine sur la noix de cajou, et nous avons défini un logiciel de base. Et puis ensuite, nous avons signé avec un grand client qui s'appelle Cacao Processor, qui s'est montré intéressé par ce logiciel de base, et nous avons déployé une vingtaine de solutions sur le terrain. Et depuis 2017, chemin faisant, eh bien, cette solution, Rural Sourcing Management, figure dans la liste de prix de SAP. C'est devenu une solution tout à fait officielle, légitime, qui fait partie du portfolio et du catalogue SAP. Et moi, je pense que cette démarche, elle a un lien clair avec le principe 2B, qui est d'assurer des résultats durables en alignant les intérêts de l'activité principale avec ceux du développement, parce qu'à l'origine, il y avait un besoin de rentabilité, mais nous avons travaillé à des solutions sur ce besoin de rentabilité dans une perspective finalement de développement. Et nous ne serions pas allés aussi loin et les avantages ne se seraient pas autant matérialisés, en particulier pour les petits exploitants agricoles, s'il n'y avait pas eu à l'origine un business model extrêmement clair pour SAP, mais aussi pour ce premier client qui était un transformateur de cacao. Donc SAP dispose d'un grand nombre de capacités. Et la question, c'était de savoir pourquoi finalement il était intéressant de répondre au principe de Kampala et de rechercher, au-delà des capacités propres de SAP, des partenariats locaux. Et en particulier de s'inscrire dans une perspective de partenariat inclusif. Quand nous sommes arrivés en Ouganda à la mi-2017, il y avait déjà un partenariat public-privé producteur qui avait été lancé il y avait une dizaine d'années, et c'était le Fonds international pour le développement agricole qui fournissait l'expertise générale dans le cadre de ce partenariat. Et puis, il y avait déjà des personnels de terrain, des travailleurs sociaux, des gens habitués à gérer des éléments de sensibilité culturelle. Il y avait déjà, j'allais dire, énormément de connaissances et de sensibilité au niveau local. L'idée de base du PPPP à l'origine, c'était un nucleus instead, comme on dit, c'est-à-dire une petite usine de transformation au centre, des champs d'huile de palme gérés par une entreprise et puis des champs d'huile de palme gérés par des petits exploitants qui bénéficiaient auprès de cette entreprise d'une garantie d'achat. Et nous avons immédiatement identifié un certain nombre de risques dans ce type de construction. D'abord, il y a un risque pour les petits agriculteurs, le risque du verrouillage. Quand vous avez un client unique, eh bien, vous pouvez finalement vous retrouver dans une situation in fine difficile sur le plan économique. Il y avait un risque pour le transformateur, celui du manque de fiabilité des producteurs. Et l'idée, ça a été de travailler à une solution pour pallier ces risques-là et en réduire le niveau. Donc, c'est pour ça que l'usine de transformation, finalement, est devenue une entité juridique particulière qui est détenue par toutes les parties prenantes du consortium. Elle est détenue aussi par les petits exploitants agricoles, avec des parts différentes, donc tout le monde est engagé et tout le monde bénéficie du succès de cette opération. Le détail intéressant, c'est qu'un autre défi de taille s'est fait jour. Le prix de l'huile de palme est extrêmement volatile et il fallait fixer le prix de cette huile livrée par les petits exploitants agricoles
aux clients. Et donc, assez simplement, finalement, nous avons été constater que la Malaisie représentait 26% de la production mondiale d'huile de palme et un peu plus de 34% des exportations mondiales d'huile de palme en 2020. Donc, nous avons travaillé sur ces données-là et nous avons réussi à construire un prix de référence pour les petits exploitants agricoles en Ouganda, qui est en réalité indexé sur les prix malaisiens. Et chaque mois, le prix concret est expliqué et donc fait l'objet d'une adhésion par les exploitants eux-mêmes. Voilà comment, finalement, nous avons réussi à la fois à réduire un certain nombre de tensions sur la chaîne de valeur agricole et en même temps, comment nous avons permis que les petits exploitants gagnent davantage d'argent parce qu'ils avaient une meilleure connaissance du pricing de ce qu'ils produisaient. Alors, le succès n'a pas engendré que des facilités, le succès engendre aussi des difficultés. Au fur et à mesure, le besoin de davantage de transparence, de davantage d'efficacité, de mettre en place des meilleurs processus, d'assurer la loyauté de l'ensemble est apparu et SAP a joué un rôle actif et proactif de facilitateur pour répondre à ces horizons de besoins. Et aujourd'hui, nous souhaitons passer à la vitesse supérieure. C'est une solution qui a un très fort potentiel, 500 000, un demi-million de points de données en 3 ans seulement, dans des économies qui se transforment et qui, ce faisant, avec ce type de projet, peuvent pénétrer des horizons d'économie dite data-drivée, c'est-à-dire fondée sur la valorisation des données. Ça nous semble extrêmement intéressant. Mais là encore, il y a un certain nombre de risques. Et c'est pour pallier ces risques-là que nous avons soumis une proposition à l'agence allemande du développement, GIZ, afin d'élaborer conjointement des lignes directrices pour ce type de projet et d'activité sur la base des leçons que nous avions apprises en déployant ces projets-là et sur la base des meilleures pratiques que nous avions identifiées. Alors, nous avions déjà un certain nombre de discussions avec les gouvernements et en particulier les autorités allemandes, mais nous avons souhaité formaliser ces discussions-là. Ça nous semblait extrêmement important de formaliser ce cadre parce que quand on veut promouvoir des partenariats inclusifs, des partenariats ascendants, des partenariats innovants et sensibiliser l'ensemble d'une population à des possibilités d'engagement, l'effort de formalisation est absolument nécessaire. Et puis cet effort, et là je fais référence au principe 3C, cet effort il vise aussi à rendre les partenariats existants plus accessibles pour ne laisser personne sur le côté. En d'autres termes, nous avons appris de nos succès, nous avons appris de nos erreurs, et nous pensons que la coopération dans l'exécution de ce type de projet est en réalité la règle d'or. Alors, comme je déborde vraiment sur le temps, slide suivante, je vais très vite passer. Next slide, please. Voilà, simplement pour vous donner une idée de base de la solution. Donc, il s'agit de permettre l'inclusion digitale des petits exploitants agricoles. C'est une solution qui est opérée sur des smartphones et qui permet de tout faire, d'accéder au prix, de gérer ses stocks d'intrants, de faire de la transaction bord champ, etc. etc. Next slide, please. Donc, les personnes qui sont sur le terrain ont accès à la solution sur leur smartphone. Il existe un accès web de bureau pour les opérations centrales et bien entendu, l'ensemble de la solution est disponible sur mobile et ordinateur de bureau pour ce qui relève de l'analyse de gestion. Next slide, please. Là, vous avez un panorama complet du partenariat public-privé entre SAP et le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement. Je ne rentre pas dans les détails de cette slide, c'est quelque chose que je vous ai déjà raconté, mais la formalisation, encore une fois, a été extrêmement importante. J'insiste juste sur un point. Aujourd'hui, cette solution, elle est déployée dans 7 pays et elle concerne plus de 90 000 petits producteurs. Next slide, please.
pareil, cette slide correspond à tout notre effort d'ingénierie et de formalisation des alliances pour mettre en œuvre ce type de projet. Donc, vous pouvez voir là la relative complexité et en même temps la force des alliances institutionnelles sur ce type de projet. Next slide. Donc, la contribution de SAP à toute cette alliance, nous mettons régulièrement à jour le périmètre fonctionnel de la solution pour autoriser des nouvelles fonctionnalités. Nous améliorons les performances, l'accessibilité, nous élaborons des manuels d'utilisation adaptés aux utilisateurs. Nous continuons de mettre en œuvre des initiatives de co-innovation pour tester des nouvelles fonctionnalités. Bref, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui est à la marge du cœur de business de SAP, c'est quelque chose qui est au cœur de business de SAP. Il en va de RSM et de ce projet, comme de toutes les solutions les plus traditionnelles de SAP. Ça n'est pas quelque chose à côté, c'est quelque chose qui est dans notre core business. Next slide, please. Et je crois que j'ai été au bout de ma présentation. Pardon d'avoir été extrêmement long, mille excuses. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Emmanuel. Je trouve que c'était une présentation très, très intéressante parce que ça met en lumière vraiment de façon très concrète un peu le défi, la complexité de ce type de partenariat, mais aussi les potentialités et l'échelle déjà que ce cas en particulier puisse mettre en place avec 90 000 de producteurs qui sont déjà qui participent dans ce type de partenariat. Donc, je trouve que c'était très intéressant. Et peut-être deux éléments que j'aimerais encore souligner. Un, c'est l'importance du fait que ce type de coopération vraiment s'agit de core business de l'entreprise. Et donc, quand on parle de développement durable maintenant et de rôle du secteur privé, c'est vraiment ce qu'on attend. Ce n'est pas vraiment quelque chose à côté, mais c'est comment on peut transformer vraiment les pratiques de tous les jours des entreprises, leur core business, pour faire une contribution vraiment au développement durable. Et le deuxième élément, c'est vraiment l'importance de la gouvernance. Les différents éléments qui, ça rebondit un peu sur l'élément de la confiance qui était souligné dans la session précédente, avoir une gouvernance qui est claire, où les rôles des différents partenariats sont bien clarifiés, ça aide à créer la confiance et permettre aux différents acteurs participer à cet engagement de coopération pour des résultats plus importants. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et vraiment, on a peu de temps et j'aimerais qu'on donne la parole, en particulier aux entreprises tunisiennes pour qu'ils puissent partager leurs perspectives sur la mise en œuvre des principes de Kampala. Donc, on va commencer directement avec la discussion. Après, on pourrait faire, on a préparé des sondages pour avoir un aperçu de la perspective de tous les participants, mais j'aimerais, donc on va les lancer maintenant. Comme vous voyez dans l'écran, ça c'est la première question de sondage. Et donc, vous devriez sélectionner une des options que vous voyez dans votre écran, dans le sondage. Et si vous avez d'autres perspectives, vous pourrez les écrire, ajouter dans les chat box de la plateforme de Zoom. Et donc, vous pouvez maintenant, s'il vous plaît, répondre à ce sondage que vous voyez déjà sur l'écran. Donc, l'idée, c'est la question, c'est le principe de Kampala appelle à faire progresser les résultats de développement durable par des avantages mutuels pour tous les participants. Donc, de votre point de vue, quels sont les principaux défis qui vous empêchent de vous engager dans des partenariats de coopération au développement avec des gouvernements, des secteurs privés, des organisations de la société civile, des syndicats et des partenariats de développement? Donc, vous choisissez votre réponse
de MACNA. Je vous donne quelques minutes très brièvement pour répondre. Mariana, on a les réponses? Parfait. Donc, dans votre réponse la plus large, ce qui vient au top, c'est le financement insuffisant, en fait, pour permettre ce type de coopération, suivi par le potentiel limité de l'extension de solutions et programmes. Donc, encore une fois, l'environnement propice, qui n'est plus le favorable pour permettre ce type de coopération, et le décalage entre les attentes commerciales et les attentes des différents acteurs qui vous permettraient d'aligner un peu les perspectives pour mettre en place ce type de coopération et la mise en œuvre des principes de Kampala. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Et donc, on va ouvrir le débat. On a une première question. Et c'est quel est le motif, votre motivation pour vous engager avec le gouvernement, les partenariats de développement, le secteur privé, les organisations de la société civile et les syndicats dans la coopération au développement. Donc, on voudrait entendre en particulier les entreprises tunisiennes qui participent dans ce dialogue aujourd'hui, mais aussi des autres participants, vous êtes les bienvenus aussi exprimer votre opinion sur ces questions. Et donc, j'ouvre le débat. Vous pouvez bien lever votre main dans la plateforme ou prendre la parole, en fait, si c'est plus facile. On ouvre la parole et tous qui veulent participer, vous êtes les bienvenus maintenant. Donc, je ne vois pas personne qui demande la parole. Oui. Monsieur Omar Boussou, vous avez la parole. À vous, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Je vous remercie toutes et tous pour vos interventions. Je n'ai pas entendu la question, mais j'ai voulu réagir à ce que j'ai entendu tout à l'heure et surtout le problème de la bureaucratie là, qui a été mentionné par M. Marco Stella. Je dirais que tout le processus est vraiment compliqué, mais il faut reconnaître qu'il y a pas mal, il ne faut pas négliger les efforts qui ont été déployés par les institutions, par la société civile, par le privé, par l'étatique, les efforts pour améliorer, que ce soit le climat d'affaires, pour alléger les procédures. Et on avait plutôt l'instrument Doing Business qui a été un très bon instrument auparavant pour juger les performances des administrations et des intervenants dans la chaîne de valeur entrepreneuriale. Ça, c'est un point. Et en ce qui concerne ce dernier point, l'entrepreneuriat, je pense que c'est un facteur déterminant pour répondre au principe personne n'est à côté, parce qu'en fait, l'esprit entrepreneurial doit être développé et en Tunisie, on a beaucoup d'initiatives à ce sujet. Nous avons un espace entreprendre qui est réparti sur les 24 gouvernorats à travers presque une centaine de bureaux. Nous avons un réseau national des pépinières aussi réparti sur les 24 gouvernorats et nous avons aussi des centres d'affaires. Toutes ces initiatives permettent donc l'accès à l'entrepreneuriat, permettent un accompagnement, permettent des explications et je pense là pour booster un peu cet esprit d'entrepreneuriat et ne laisser personne à côté,
c'est le deuxième ou troisième principe, c'est des excellentes initiatives. Pour le financement, nous avons, j'ai dit qu'il ne faut pas négliger les efforts de plusieurs institutions. Pour le financement, nous, en Tunisie, on a, après bien sûr les études qui ont été faites, on a promulgué une loi crowdfunding qui peut servir comme un instrument qui va faciliter l'accès au financement. Les décrets d'application ne tardent pas, ne vont pas tarder et je pense qu'ils vont incessamment être approuvés par un conseil ministériel et ça va s'ajouter à l'arsenal qu'on a développé pour ces principes-là. Reste enfin à dire que l'économie circulaire aussi est un facteur qui est encouragé et ça me rappelle là de la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et la transformation des déchets, l'exploitation et la valorisation est actuellement en vogue. Reste qu'il y a quand même un travail très, très important qui doit être mené entre le secteur privé et le secteur étatique et la société civile pour se rapprocher parce qu'en fait, on peut pas réussir à arriver ou à honorer ces principes-là ou adhérer sur la voie de ces principes-là avec une seule partie. Toutes les parties sont concernées. Et voilà, donc merci de m'avoir offert cette occasion. Merci beaucoup, Monsieur Boussouada, pour ces remarques qui nous montrent vraiment les différents efforts qui sont en train de se mettre en place pour adresser les différents contraintes. Donc, on a écouté pendant la session précédente aussi et qui a été soulevé par le résultat de ce petit sondage qu'on a fait, le manque de financement et de différents appuis qui puissent avoir besoin le secteur privé. Mais encore une fois, je crois que le point que vous faites, c'est un peu ce qui motive cet engagement avec le secteur privé dans la coopération. On voit qu'il y a énormément de défis pour le secteur privé, mais on est convaincu des différents avantages qu'ils amènent de l'innovation aux différentes expertises, l'accès aux différents canaux pour le marché, etc., qui puissent être utilisés, soulevés par les différents secteurs pour créer des opportunités d'emploi et de différents bénéfices au niveau de développement. Donc, c'est comme vous avez souligné, il faut vraiment de mettre tous les différentes parties en coopération, en coordination, pour que tous les différents efforts qui sont en train de se mettre en place puissent avoir un impact plus important d'une façon cohérente. Donc, on a M. Kali Krishen. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Khalid Krishen, je représente aujourd'hui le patronat qui s'occupe de l'industrie en Tunisie, qui s'appelle l'UPMI. Votre question à propos des canaux de communication entre le secteur privé et le gouvernement, je pense que c'est très très important. La motivation du secteur privé est que le phénomène de création d'idées de réforme qui sont issues du secteur privé doivent trouver un chemin vers les décideurs, vers le secteur public, dans un processus bottom-up qui soit générateur d'innovation et d'idées constructives pour tracer les stratégies qu'il faut, notamment en ce qui nous concerne dans tout ce qui est industrie, dans tout ce qui est politique industrielle. Donc, notre motivation, de notre côté, à l'UPMI, donc c'est ça. Donc, on travaille sur la génération d'un certain nombre de réformes qu'on essaie de plaidoyer par la suite et de faire concrétiser par des canaux de communication avec le gouvernement et avec le secteur public. Donc ça, c'est notre motivation principale. En ce qui concerne les principes de Kampala, je voulais donc retourner un peu à la première partie de cette discussion. Au sein de nos entreprises industrielles, aujourd'hui, si on ne fait pas de l'inclusion, si on ne fait pas participer tout le monde, déjà c'est une pratique, c'est une bonne pratique
au sein de nos entreprises, si on ne fait pas participer tout le monde, donc on ne va pas avoir ce sentiment d'appartenance de tout le monde, donc de tous les employés dans la démarche de développement de l'entreprise. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que personne, quelle que soit aujourd'hui sa compétence, son degré de leadership, personne n'est capable de gérer une entreprise ou n'importe quelle entité tout seul, quelle que soit sa compétence. Si on ne fait pas participer tout le monde, si on n'a pas cette mentalité d'inclusion qui soit présente dans nos entreprises ou partout ailleurs, dans nos associations, dans nos organisations, il n'y aura jamais de réussite ni d'engagement de nos collaborateurs dans le processus de développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et d'avoir souligné encore une fois l'importance de l'inclusion. C'est très intéressant l'élément que vous avez souligné sur la motivation d'engagement. Effectivement, on avait parlé dans la session précédente de lourdement qui représente les différentes bureaucraties. Et donc, c'est important qu'il y ait des perspectives de suggestions qui sont bottom-up, comme vous avez souligné, pour qu'ils puissent avoir une réponse qui répond vraiment aux attentes et qui peut résoudre des réalités, des blocages dans les systèmes qui ne permettent pas le développement du secteur privé aussi. On va donner la parole à Tunis Stock Exchange. Oui. Désolé, je n'arrive pas à lire votre nom. Oui, c'est Bilal. Monsieur Bilal. Merci. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que disait au début mon ami Tarek Chérif, président de la Connect, sur des filières qui ont été suivies par la Connect, et c'est des filières très importantes, à savoir l'huile d'olive et les dattes. Et il a parlé d'autres également. Et nous avons, nous, à la Bourse de Tunis, engagé une étude pour lancer une bourse de commodities, justement en choisissant ces deux filières-là. Et on les a choisies d'abord parce qu'elles sont importantes dans notre économie, mais également parce c'est des filières où on a plus de 100 000 acteurs, et on a jugé que c'est une action très inclusive sur des chaînes de valeur assez complexes et assez grandes également, et sur lesquelles il y a un potentiel de développement très important, et surtout un potentiel d'internaliser ici en Tunisie une bonne partie de la valeur ajoutée sur ces deux produits-là. J'ai adoré la présentation qui a été faite par Emmanuel avec le savoir-faire de SAP. Et je pense que Connect, la Bourse de Tunis et SAP, on peut choisir ces deux filières-là sur lesquelles on peut travailler ensemble et utiliser plus de 100 000 acteurs sur ces deux filières-là pour démontrer ô combien les principes de Kampala peuvent être implémentés ensemble. On peut les mettre en place et on peut démontrer l'inclusivité, la gender equality dans ces deux filières-là. Et je pense qu'il y a pas mal de valeur ajoutée qu'on peut ajouter sur ces deux filières-là si on peut travailler ensemble sur ces deux sujets. Et je pense que, Emmanuel, je vous ai tendu la perche pour réagir là-dessus. Merci beaucoup, Bilal. Avec grand plaisir. Je suis à votre entière disposition. Je me joins à vous. Avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez surtout pas, je me place immédiatement à votre entière disposition pour commencer les discussions à ce sujet. Ça sera fait, Bilal. Merci. C'est magnifique. Donc, on a déjà un résultat très concret de ce dialogue d'aujourd'hui avec des idées pour le suivi de vous avez déjà une action qui sera réelle et mise en œuvre. Voilà. Comme d'hab. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Les collègues, est-ce qu'on a du temps pour une dernière question? OK. Je vais poser une dernière question et après on va clôturer le dialogue. Et cette question, c'est un peu encore pour tous les participants. C'est qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'impact des partenariats de coopération au développement dans lesquels vous êtes impliqués? Donc, dans votre expérience, les différents partenariats dont vous participez,
qu'est-ce que vous pensez pourrait être fait pour améliorer justement la fluidité ou l'impact de ce partenariat? Donc, qui voudrait partager un peu sa perspective, son expérience? Oui. I would say that I invite the development agencies and institutions who are more structured to be open via open calls, like this is the call to action. For example, the NASA, they had recently an open call for innovators to figure out a solution for them for food and how to send their agent into the space with the minimum food for years that can last for years. And this is a request, it's an open request, it's an open innovation request for bottom-up innovators. And I think that it works for both, for institutions to launch this kind of calls. And this is what the UNDP, I guess, did during the COVID. And I think this is one of the ways that we can reinforce this public-private partnership. Whatever the decision makers didn't figure out, or whatever development matter we need to answer, it's good for decision makers to be open to public innovators who are not, to seek solutions somewhere else via open calls, calls for participations, hackathons, competitions. We spoke about the WeCode project earlier, and WeCode, after the proof of concept, we won a president award for social innovation organized by the French president, and it came with support, financial and technical support to take it to the next level. And I think that we should think about this. Thank you very much, Wala, for this contribution. And indeed, I think we are learning that we cannot do development as we used to do it. It's certainly not about anyone having the solutions ready-made and bringing it to somewhere and to someone to apply. And it's really about learning together and seeking precisely these the ideas and experience of others across the spectrum, whether it's private sector, it's academia, development partners, international organizations, that we can all really bring something different that put together can really have a better impact and bring innovation, the innovation that we need. Donc, je vais changer encore en français. Et poser peut-être une dernière question. On est au-delà du temps. J'ai besoin peut-être de Mariana de m'indiquer si on peut continuer ou pas. Mais en attendant, je vais poser une dernière question. Et OK. Donc, avant de ces questions, je vois que le sondage est déjà là sur l'écran. Donc, on a une deuxième question pour le sondage. Et donc, vous pouvez regarder sur l'écran. L'idée ou la question, c'est quelles sont les principales conditions préalables que d'autres points de vue, il faut prendre en compte pour un engagement réussi avec le gouvernement, les partenariats de développement, le secteur privé, les organisations de la société civile et les syndicats. Donc, on lance maintenant le sondage. Vous pouvez répondre en choisissant une des options qui est montrée dans le sondage. Donc, on peut montrer les réponses. OK. Donc, au niveau des préalables, la grande majorité, 44%,
on choisissait qu'il faut impliquer vraiment tous les partenaires et bénéficiaires dans la conception de partenariat. Donc, c'est très intéressant et ça revient encore à cette idée de l'inclusivité et de ne pas mener des idées une fois qu'ils sont déjà préparés, mais vraiment de construire ces partenariats depuis le début avec tous les parties prenantes. Donc après, on a une deuxième avec 22 personnes, être ouvert, honnête et clair sur les gains de valeur net et les risques qui découlent du partenariat. Je crois que c'était intéressant dans la présentation des SAP. L'idée, les risques étaient bien identifiés, mis sur la table et de mesures pour atténuer ces risques ont été mises en place comme partie de partenariat de coopération. Et la troisième, aussi avec 22 personnes, c'était de exploiter les actifs financiers et non financiers pour soutenir le partenariat. Donc encore cette idée de financement pour pouvoir mettre en œuvre ce type de coopération, ça revient toujours dans vos réponses. Donc merci beaucoup d'avoir participé encore dans le sondage. Et je vois qu'on a M. Ben Massoud qui a demandé la parole. Je vous donne, c'est à vous. Oui, merci. Donc, juste, j'ai voulu intervenir pour partager avec vous une expérience qui a été faite à Sfax, et je pense que on est au début, mais c'est une expérience, je pense, que réussie. Et ça va de soi avec le dernier questionnaire que vous avez fait, donc impliquer tous les partenaires. Nous, à Sfax, on a créé une alliance, c'est-à-dire tous les intervenants économiques se sont réunis dans une seule association. On l'a appelée Alliance de Sfax International. Donc, tous les patronats qui existent dans la région, on a 3 patronats, l'université, le technopole, la chambre de commerce, pratiquement tous les gens qui opèrent pour l'aspect économique se sont réunis. Et cette alliance, son objectif, c'est le marketing territorial de la région. Premièrement, on va unifier nos demandes et nos besoins et qu'est-ce qui manque dans la région. On va essayer de demander des partenariats avec des villes qui ressemblent à notre ville et on va essayer de marketer notre région. C'est une expérience que pilote à Sfax, ça s'appelle Sfax International et on vient de démarrer, on a commencé à faire la promotion de notre région. D'ailleurs, un film sur la région vient d'être sur notre site et notre objectif c'est de drainer des idées pour la région, de faire connaître le potentiel énorme qui existe dans notre région, le savoir-faire, l'esprit entrepreneurial, tout ce que la ville peut donner. Et maintenant, on est en train de chercher des ambassadeurs pour notre région, soit des gens qui sont à l'étranger ou bien des gens qui parlent de la région avec des supports qu'on est en train de préparer. C'est une expérience que je trouve très, très intéressante. C'est l'équivalent en Lilian ou bien à Baden-Württemberg. C'est dans ce sens qu'on opère. La preuve qu'on est en train de booster l'esprit de création de clusters. Maintenant, on est à 2 clusters qui sont fonctionnels, soit le cluster mécanique, Mecadev, ou bien un cluster qui s'occupe de la santé, Health Tech, et bientôt un autre cluster
pour tout ce qui est logistique. Et j'espère après un autre cluster concernant l'huile d'olive. Bien sûr, Sfax, il est connu par l'huile d'olive. Et merci. Merci beaucoup pour ce partage. Je crois que là aussi, il y a une invitation pour des ambassadeurs, ambassadrices potentielles pour vous aider à faire le marketing international de votre initiative et de la région. Merci beaucoup. Malheureusement, on est déjà même dépassé le temps qu'on avait pour cet dialogue. Je voudrais remercier tous les panélistes et tous les participants pour votre intervention et le partage de vos idées, de votre expérience. Peut-être vous rappeler que, comme il a été dit au début de la session, dans les prochains jours et semaines, on va organiser des dialogues en Indonésie, en Colombie, aussi pour entendre les perspectives des différents acteurs de la coopération et du secteur privé sur la mise en application des principes de Kampala au niveau local. Et tous ces éléments, tous ces partages vont informer le développement de différents outils qui vont permettre aussi l'information et le partage à une échelle plus importante, vraiment pour mettre en pratique au niveau mondial ces principes. Donc, on vous remercie énormément pour vos idées, pour votre partage et on va avec ça clôturer cette session. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous.